Eh bien, bonjour, nous sommes le 24 mars. Aujourd'hui, ma grand-mère maternelle a 97 ans. Je ne suis pas avec elle. Je suis à Tours, toujours. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la dernière vidéo où je range mon bureau date d'un peu plus de 2 mois. J'ai fait d'autres vidéos, pas beaucoup, parce que depuis largement 2 mois, enfin, je suis dans un gros tunnel de travail depuis plus que ça, mais depuis vraiment presque 2 mois. Je suis dans un énorme tunnel de travail où vraiment j'ai pas mes week-ends, j'ai pas eu mes vacances. Notamment à cause de la traduction que je suis en train de finir et que je boucle en fait aujourd'hui. J'ai vraiment quelques petites bricoles à régler aujourd'hui avant d'envoyer le tapuscrit complet demain à la maison d'édition. Donc ça c'est super, j'étais super content et de la faire et d'avoir bouclé le gros du travail parce qu'après il va y avoir des épreuves, il va y avoir des échanges avec la maison d'édition, très probablement. Bon, c'est une maison d'édition avec laquelle j'ai pas encore travaillé, mais il y aura forcément des choses. Alors, ce qui se passe par rapport au livre, par rapport à cette série Je range mon bureau, c'est la numéro 107, je crois, c'est que j'avais décidé en début d'année de ne plus faire des vidéos dans lesquelles je traitais systématiquement de tous les livres que j'avais lus. Et j'avais commencé à faire ça sur mon blog, sauf que depuis maintenant un peu plus d'un mois, toujours pour ces raisons de surcharge de travail, j'ai pas pu me tenir à cette espèce de contrainte ou de gymnastique quasiment quotidienne, bien de faire un billet, même très très bref, juste une photo, quelques mots, à chaque fois que je lisais un livre ou que j'avais fini de lire un livre. Donc j'ai très vite lâché l'affaire, j'ai dû tenir à peu près janvier, début février, mais c'est à peu près tout quoi. Donc voilà, donc il y a ça un peu qui fait que voilà, j'ai une énorme pile de livres que j'ai lus et encore il ne doit pas tout y avoir là-dessus. Et vous ne voyez pas tout parce que vous ne voyez pas la table. Donc voilà, donc j'ai des livres, pas mal, que j'ai lus depuis 2, 3 mois. Il y en a un ou deux dont j'ai parlé dans des vidéos hors série. J'avais parlé d'Alien, dont je vais relire un extrait, de Phoebe ou Phoebe à J. Marcos Clarke. Et j'avais parlé aussi, je crois, non, je suis sûr que j'ai parlé dans ma dernière vidéo, il y a une semaine et demie, du livre de Kautar Archi et Joseph Andras, Littérature et Révolution, qui là n'est pas sur la pile parce que je l'ai prêté entre temps. Voilà, donc grosso modo, j'ai fait quelques billets sur mon blog. Il y a des livres dont j'ai pas parlé, même sur mon blog. Puis il y a des livres évidemment dont j'ai parlé sur Twitter, sur Facebook, etc., etc. Mais voilà, l'idée tout le long dans ces vidéos, c'est que je ne range pas un livre sans en avoir parlé, sans en avoir lu un extrait. Et voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On y vient, après des circonvolutions et des préambules infinis. Aujourd'hui, je vais simplement lire des extraits parce que je suis trop fatigué pour vous parler de ces livres-là. Donc voilà, ce sont des lectures, uniquement des lectures. Et on commence par Ève de ses décombres, un livre d'Ananda Devi que je ne présente pas et dont je ne le dis pas, ça y est, je le dis, en me le disant que je ne le dis pas, dont je ne dis pas que c'est une de mes écrivaines contemporaines favorites. Et ce livre de 2006, je ne l'avais pas lu et je l'ai lu à l'automne dernier. Je vais vous lire un extrait qui d'ailleurs résonne avec une pièce de théâtre que j'ai vue hier dans le cadre du festival Ouette, au Théâtre Olympia à Tours. Et bien écoutez, voilà, c'est amusant parce que voilà, j'ai pas tout regardé, mais lui je l'ai ouvert avant de faire la vidéo et je suis tombé sur cet extrait-là que j'avais corné. Je vais vous le lire. Ève. Le corps est allongé nu sur la paillasse comme prêt à être découpé. Mais ce n'est pas une autopsie. Allongé nu sur une paillasse de la salle de biologie, j'essaie de m'imaginer à la place de Savita, étalé sous le regard des policiers et des médecins, attendant de livrer ses secrets, attendant d'éclabousser de rouge la faïence blanche. Mais non, un corps mort n'éclabousse pas, c'est d'un corps vivant que jaillit le rouge. Sadiq a écrit sur le mur du palier « La mémoire rouge s'ouvre pour recevoir le sang de l'homme souverain ». Qu'est-ce qu'elle a reçu, elle, Savita, de l'homme souverain? Des coups, des entailles, peut-être autre chose. Et moi, ce n'est pas du sang que je vais recevoir, mais la laitance du mâle qui envahit et noie la femelle, qui disperse en elle ses doubles potentiels par milliards. Mais je ne serai pas porteuse de ces doubles. Mon corps ne sera pas colonisé. Mon corps est allongé nu sur la table. Un corps maigre à chérir ou à déchirer, disent-ils. Pour l'instant, il me chérit et me déchire en même temps. Il peine et chancelle sous l'effort du désir. Je ne l'ai jamais vu aussi détruit. Son ombre sur le mur est gigantesque. C'est une créature monstrueuse qui me surplombe. Cela ne ressemble à rien d'humain.
Cette ombre voûtée, vacillante, d'où s'échappent des bruits de gorge et de déglutition, les bruits d'une souffrance inhumaine. Pourquoi suis-je venu ce soir, après ce qui est arrivé à Savita? Ma place n'est pas ici, mais je n'ai pas de place. Je ne peux pas faire le deuil de Savita chez moi ni chez elle. Alors je le fais ici, de toute la force de ma haine. Je hais ta mort, Savita, et je hais cet homme qui se délivre en moi, sans se préoccuper de savoir si je suis vivante ou si je suis morte. Après, quand il aura fini de baver, je me lèverai, et pour mieux achever sa déroute, je m'assoirai à cette même table pour faire mes devoirs dans le silence de la salle, l'odeur proche des corps, mes vêtements bafouillés, mes cheveux humides, ma bouche desséchée, mon corps évidé, mon esprit élimé, mes souvenirs crasseux, mes jours achetés, ma fierté éventrée, mon sexe désengorgé, et les lettres du savoir s'accrocheront comme du plomb à la page, sans rien me dire, sans aucun rayonnement, m'exhibant leur impuissance et leur indifférence, parce que Savita ne sera pas en bas à m'attendre comme d'habitude, pour renouer le mince filin de vie dans mon corps, et sans cela je n'ai pas de vie, rien pour me suspendre au-dessus du vide, rien qui m'empêche de me laisser tomber. Comme elle, mais elle ne s'est pas laissée tomber, quelqu'un d'autre l'a fait pour elle, quelqu'un qui a pensé qu'elle ne valait pas mieux que les ordures dans lesquelles il l'a enfoncée. Ève de Sédécombre, page 93-94. Un livre récent, pour le coup, une des dernières parutions des éditions Louise Bottu, Pas d'équerre de Judith Viard, j'en ai un peu parlé beaucoup sur Facebook. C'est un livre écrit par une collègue qui enseigne en lycée professionnel et qui parle en fait de ses expériences en lycée professionnel, mais ça n'est pas un livre de prof au sens où ça n'est pas un livre d'analyse sur le métier, sur l'enseignement au lycée professionnel. C'est un vrai texte littéraire et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Madame, c'est quoi vos critères pour dire qu'un texte est bon? Je ne sais pas, un poème, un livre par exemple. Bon, pour moi, oui. Il n'y en a qu'un, c'est quand il arrive jusqu'à moi, c'est tout, c'est tout. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Ça veut juste dire qu'il s'est arrêté en chemin, qu'il a fait demi-tour avant de m'atteindre. Ce n'est ni sa faute ni la mienne, c'est juste qu'on n'était pas fait pour se rencontrer ou que ça n'était pas le moment. Donc si ce que je suis en train de lire n'arrive pas jusqu'à moi, je fais quoi? Vous posez. Puis vous y revenez quelques jours plus tard, ou dans 6 mois, ou dans 5 ans. Ou jamais? Ou jamais. Mais si c'est un texte que vous devez lire, il reviendra vers vous. Il se retrouvera sur votre chemin, un jour ou l'autre. En attendant, je vais en prendre un autre. Bonne idée. C'est quoi ce livre sur l'étagère? Soleil Plouc, un recueil de poésie écrit par Laurent Bouisset. Vous l'avez lu? Oui. Il est arrivé jusqu'à vous? 3 fois, oui. J'essaie? Go. Judith Viard, Pas d'équerre. 2023. Natacha Apana, ça c'est son... Alors je ne sais pas si c'est son dernier livre, parce que je me demande si elle n'a pas republié un roman depuis, elle publie pas mal, Natacha Apana. Et là c'est un livre publié au Mercure de France, dans la collection Traits et Portraits, c'est la mémoire délavée, et c'est une collection dans laquelle les auteurs et autrices écrivent un texte en l'entremêlant de photos, d'images, de reproductions. Donc là, il y a des photos, il y a des reproductions d'Alechinsky, il y a beaucoup de choses. Et dans ce texte-là, en fait, Natacha Apana remonte le courant de l'histoire familiale pour remonter à ses ancêtres qui se sont engagés, comme on disait, hein, c'est au moment après la fin de l'esclavage où on a en fait mis en place une sorte où les Européens, le capitalisme, en fait, le système capitaliste, a remplacé les esclaves par des esclaves à peine améliorés, les travailleurs engagés, ce qu'on a appelé l'engagisme, indentured workers en anglais. Et donc elle parle de ça, en fait, de ces engagés indiens arrivés à l'île Maurice. Alors j'ai beaucoup parlé de littérature mauricienne l'année dernière, j'avais fait plusieurs vidéos, j'avais parlé de Natacha Apana. Eh bien voilà un autre texte de Natacha Apana, et moi je n'ai pas corné de page. Donc ça va être coton pour trouver un passage. Si. Début du chapitre 7.
Je ne connais pas exactement le nombre d'enfants dont a accouché ma grand-mère. J'ai entendu 13, j'ai entendu 15. Seuls 7 ont survécu, 4 filles et 3 garçons. Enceinte, ma grand-mère travaillait jusqu'au dernier moment dans les champs. Elle a raconté à ma mère qu'elle ne laissait personne connaître exactement le terme de sa grossesse parce qu'elle ne voulait pas de mauvais œil sur elle et sur son enfant à naître. Quand elle ressentait les contractions, elle disait qu'elle se sentait fiévreuse et rentrait à la maison. Là, elle accouchait toute seule, accroupie sur une toile de jute. J'aimerais pouvoir faire de cette dernière phrase quelque chose de banal. J'ai cherché à l'écrire différemment, à remplacer les mots par d'autres, moins évocateurs, plus flous, moins précis, pour que cette phrase dise ce qu'elle a à dire, mais qu'elle le dise de manière détournée, qu'elle devienne fine et plate et banale, et qu'on puisse la lire comme une information un peu insipide. Je pourrais aussi y ajouter des adjectifs, des adverbes, d'autres mots encore, parler de ce qu'il y a autour du décor du temps. Je pourrais tergiverser, noyer cette information dans des éléments de documentation, dans des statistiques. Comme c'est étrange cette marche arrière tout à coup, à essayer de rajouter du flou, de l'à peu près, de l'accessoire. Je tente de faire exactement le contraire de ce que je fais d'habitude quand j'écris. Pourtant, elle est là, cette phrase, et elle porte la vérité implacable d'une femme qui connaît son corps par cœur, qui accouche comme si elle était la première humaine au monde, son instinct mammifère, animal, maternel poussé à fond, une femme qui a éprouvé et accepté sa solitude face à un monde dont elle se méfie. Natacha Apana, la mémoire délavée, 2023. Et puis j'avais parlé dans une vidéo récente d'un roman de Damon Galgut que j'ai lu. Ces 2 romans m'ont été offerts par mes parents, en fait, pour mon anniversaire, je crois. Et donc j'avais lu The Imposter, et donc j'ai lu The Promise, qui est un des romans les plus connus de Damon Galgut, et j'ai été un petit peu partagé. Je suis un peu partagé en fait non pas par l'écriture de Damon Galgut, encore qu'elle est très belle et en même temps pas extrêmement originale. Elle me parle qu'à moitié finalement, mais c'est pas tellement ça. Je suis un peu partagé. Mais j'avais dit tiens que je lisais les extraits et que je parlais pas des livres, mais je suis un peu partagé en fait voire plus que partagé par le portrait en fait de l'Afrique du Sud contemporaine qu'il livre et par le traitement qu'il fait des questions raciales notamment. Je suis un peu un petit peu titillé au mauvais sens du terme en fait. Bon. That same night, she's on a plane back to South Africa. Return feels like a condition more than an act, one for which she is in no way prepared. The suddenness of it, every last little piece of it, is like a great white concussion, a sort of impact, inevitable but also unbearable. She can't sleep on the flight and finds herself pacing in a galley area at 3 a.m., 10 kilometers in the air above Chad. How ordinary and how strange human life is, and how delicately poised. Your own end might lie just in front of you under your feet, this plane breaking up into a million flaming pieces one moment from now. Doesn't happen. A few hours later, she's in the back of a taxi being driven to the farm. She has negotiated a special fare with the driver, Alphonse, a middle-aged man who has recently come here from the Congo in search of a better life. He shouldn't have taken this route, he doesn't know the city well and gets tangled in the streets in the center of town, for which he keeps apologizing in French. But she doesn't mind. The delay is a relief. She likes the feeling of being between 2 places, recently departed and not yet arrived. The view from the taxi window is a bit amazing. She doesn't consciously know it, but there is a somewhat festive air outside, because yesterday was a public holiday, Youth Day, 19 years since the Soweto uprising, and today it's the Rugby World Cup semi-finals. South Africa is playing France later, and the pavements throb and thronged with bodies. Never did the middle of town look like this. So many black people drifting casually about as if they belong here. It's almost like an African setting. The Promise de Damon Galgut, qui doit dater, je ne l'ai pas dit, de 2021. Ah oui, c'est vraiment le tout dernier livre. Ouais. On en a beaucoup parlé, je crois qu'il a eu le Booker Prize. Bon, je sais pas, voilà, c'est bien, mais voilà, c'est pas exceptionnel. Alors, un autre livre un peu plus étrange, vous allez voir comment je vous le présente, aux éditions Do,
Les éditions Do, c'est les éditions créées, fondées et dirigées par Olivier Demaître. Donc c'est les initiales évidemment d'Olivier Demaître, entre autres choses. Et donc, c'est un des derniers livres parus aux éditions Do, avec mon stylo. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah, il faut tourner de l'autre côté, sans mon stylo. Donc c'est un livre à double entrée, c'est-à-dire qu'il y a la moitié du livre qui raconte l'histoire de quelqu'un qui n'a pas son stylo, qui a son stylo, donc qui n'a pas son stylo, c'est sans mon stylo. Et en regard, l'histoire de quelqu'un qui a son stylo et qui se sent tout puissant parce qu'il a ce stylo-là. Et ce livre, en fait, n'a pas de nom d'auteur, nulle part. Hein, si vous regardez, quatrième, rabat, deuxième, troisième de couverture, crédit, etc. On ne sait pas qui a écrit ce livre. Ou plus exactement, si on regarde le catalogue des éditions Do, sans mon stylo, avec mon stylo, il n'y a pas de nom d'auteur, hein, c'est marqué comme si c'était un texte anonyme. Et en fait, quand on traîne un peu sur les réseaux sociaux, en fait, on a su, enfin moi c'était mon cas, j'ai eu connaissance de ce livre parce qu'en fait son auteur réel l'a annoncé, et cet auteur c'est Philippe Hanoch. C'est pas le premier livre de lui que je lis. Et donc, voilà, donc je l'ai, c'est pareil, c'était à l'automne, je crois, il me semble. Est-ce qu'on a la date de publication? Ah non, c'est pas. Ah non, c'est marqué 2024. Donc ça devait être en janvier quand même. Ok, peu importe. Et donc, voilà ce livre. Je vais vous lire un extrait de Avec mon stylo. Elle est sortie. Puisqu'elle n'est pas chez elle, c'est qu'elle est sortie. Elle est sortie parce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'aujourd'hui, j'allais lui annoncer qu'elle est ma femme. Elle ne savait pas que j'allais lui raconter notre mariage, qui a eu lieu il y a longtemps déjà. Si elle l'avait su, elle ne serait pas sortie. Mais elle ne pouvait pas le savoir, puisqu'elle n'a pas mon stylo. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle est ma femme ou que j'allais le lui annoncer. Ce n'est pas sa faute, elle n'a pas mon stylo. Alors, inconsidérément, elle est sortie. Mais comment ne pas agir inconsidérément quand on n'a pas mon stylo? Toute la considération est dans mon stylo. Sans mon stylo, plus rien ne tient. Les actions ont lieu sans cause, sans objet. Sans mon stylo, on sort quand on devrait rester, comme sans doute on reste quand on devrait sortir. Sans mon stylo, on fait n'importe quoi. On est perdu sans mon stylo. Vous êtes perdu, ma femme est perdue. J'ai perdu ma femme parce que je ne lui ai pas dit à temps qu'elle était ma femme avec mon stylo. Alors elle est partie, elle m'a quitté, comme vous le suggériez tout à l'heure. Pourquoi avez-vous dit ça? Pourquoi m'avez-vous demandé si ma femme m'avait quitté alors que vous n'avez même pas mon stylo? De quel droit avez-vous osé me poser une question pareille alors que vous n'avez même pas mon stylo? Je reste avec les enfants restent avec moi. Les enfants restent avec moi et avec mon stylo. Restez avec moi, les enfants, maman est perdue, mais ne craignez rien, j'ai mon stylo. Avec mon stylo, vous n'avez rien à craindre. Avec son stylo, papa peut faire tout ce qu'il veut, papa peut tout faire avec son stylo. Papa peut tout, d'ailleurs, vous voyez bien, c'est papa maintenant. Grâce à mon stylo, je suis papa. Je suis votre papa grâce à mon stylo. Vous n'avez plus rien à craindre. Je suis votre papa à tous. Je vous protégerai avec mon stylo. Autre texte paru à la rentrée d'hiver, comme je crois qu'on dit, janvier 2024, un livre de Elitsa Georgieva, qui a déjà écrit un livre qui s'appelle, un roman qui s'appelle Les cosmonautes ne font que passer, également paru chez Vertical en 2016, et que je ne connais pas, mais j'ai découvert son existence avec ce livre-là. Et elle a aussi réalisé 2 films documentaires. Voilà. J'avais dit que je ne parlais pas des livres, donc j'en parle pas. Lecture. Je peux aussi te la réciter, si tu veux, mon identité, peste Dora, et oui, oui, chérie, se tord de rire. Décliner et non pas déclarer, lui dit-elle, l'air professoral. Une fois, Dora a même apporté un dictionnaire pour animer le trottoir qu'elle avait trouvé à la Fondation des Capotes, comme Oui, oui, chérie a rebaptisé leur association. Décliner, verbe intransitif. 1. S'écarter d'une direction donnée. 2. Refuser poliment, courtoisement. 3. Pencher vers la fin. Dora fait des mous et des pauses pour récolter les rires de son auditoire et ça fait fondre les frontières. On en oublierait presque la guerre des Balkans et cette vieille polémique autour de l'alphabet cyrillique. Cette fois, l'ennemi est commun,
il a généralement des brassards autour des biceps. Bien, bien. La prochaine fois, elle leur dira que son identité a décliné de sa direction initiale pour se fourrer dans un paysage morbide. Par exemple, dans une forêt de sapins, là où elle a commencé à pencher vers sa fin. Et Dora sera alors dans l'obligation de refuser poliment de donner ses papiers. Ça se tient, valide Oui avec sa voix grave de prêtresse. Et si ça marche pas, pour éviter qu'ils t'embarquent, tu leur dis que tu es là pour cultiver ton bronzage en lisant le dictionnaire. Bah oui, quoi. J'ai pas le droit, et Oui acquiesce. Moi, je lis souvent Molière, mais aujourd'hui, je l'ai oublié chez moi. Je me suis débarrassé de l'autre dimitar, mais eux là, pas de débarrassagement, peste Dora. Et Oui lui précise que ce mot n'existe pas. Assise sur le capot de sa voiture. À partir de là, elle se met à lui raconter l'histoire de sa vie, petit à petit, comme un conte interminable, qui fait progresser Dora en français. Elle a aussi appris à ne pas se jeter sur le premier client venu, surtout s'il pue, ou s'il n'a pas de dents, par exemple, s'il est trop ivre, trop bizarre, trop poli, enfin, apprendre à sentir les gens, ça viendra avec le temps, annoncer le prix et l'encaisser avant le service, toujours repérer l'adresse où on t'emmène en voiture, elle a communiqué à une coéquipière, porter une tenue sexy mais sportive, afin de ne pas se faire arrêter sans cesse pour motif d'exhibition sur la voie publique, toujours avoir ses papiers, materner les flics autant que possible, materner les clients autant que possible, avoir un portable chargé sur soi et en position levrette, mettre les mains du client sur ses hanches, sans oublier de poser les siennes par-dessus, comme ça on est sûr qu'elles n'arriveront pas à nous étrangler. Toujours avoir le contrôle, sinon faire comme ça avec son genou et comme ça avec ses couilles. Tu peux aussi lui enfoncer tes pouces dans les yeux, tu te places derrière sa tête et t'appuies bien fort, mais attention, ça abîme la manucure. Elitsa Gorgieva, Odyssée des filles de l'Est, c'est très bien. Je ne l'ai pas dit, mais c'est très bien. Alors oui, il y avait aussi Alien de Phoebe Hadji Marcos Clark, mais j'en ai parlé dans une vidéo il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. Donc je ne vais pas relire d'extrait, je vous renvoie à cette vidéo-là. Mais c'est un roman, là encore paru, je crois, avec la rentrée de 2024. Voilà, c'est ça, janvier 2024, le dépôt légal. Et c'est vraiment très bien. Hein. Tiens, je disais que je ne lisais pas, je vais quand même lire le tout début, l'incipit, parce que je sais que je n'avais pas lu ça. Avec, regardez, la dédicace à mes amis. Les chiens, c'est que Fauvel n'en a jamais raffolé, ils ne lui déplaisent pas, c'est juste qu'elle ne ressent pas l'affection débordante que certains leur témoignent, ni même de connivence, pas spécialement en tout cas. Les raisons à cela n'ont rien d'exceptionnel, elle trouve les chiens empressés, trop serviles, et puis ils donnent l'impression de manquer de finesse ou d'élégance avec leurs grosses pattes poilues et l'odeur que l'on sait. Ok, Fauvel n'a jamais adoré les chiens, mais c'est peut-être parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'en rencontrer un pour de vrai. Pourtant, ça y est, la voilà enfin face à une chienne avec laquelle, en plus, elle devra cohabiter. Et ça me fait penser, sur tout début, à un livre que j'ai lu depuis. C'est le fameux livre Littérature et Révolution de Kautar Archi et de Joseph Andras. Parce qu'à un moment donné, je crois que c'est Andras qui dit que dès qu'il lit un livre dans lequel il est question de chien, où il y a le mot chien, il se fait en fait une sorte de répertoire de tous les textes qu'il lit dans lesquels il est question de chien, dans lesquels le mot chien est employé, soit littéralement, soit en sens figuré, soit comme insulte, soit voilà. Enfin, voilà. Et donc il a tout un discours dans ce livre d'entretien très intéressant avec Kautar Archi. Et voilà. Et donc là, ça me fait penser à ça, parce que là, on a évidemment ce livre qui commence par les chiens, par cette méconnaissance méfiante des chiens. Et c'est évidemment un point d'entrée dans ce texte qui est un texte qui travaille justement sur l'aliénation, sur la marge entre l'humain et entre l'animal humain et l'animal non humain, entre l'humain et le non humain plus généralement, l'extraterrestre, et effectivement l'aliénation capitaliste qui est le sujet du livre, largement autant que la question des aliénés au sens psychiatrique ou des aliens au sens science-fiction. Autre parution récente, là encore du début de l'année, Thomas McGrath, La lettre à un ami imaginaire, ce volumineux, long poème narratif, chant épique, je ne sais pas très bien comment on peut dire, de 400 pages, très très belle publication chez Grège. Alors il n'y a pas le texte anglais avec, parce que sinon ça n'aurait pas fait 400 et quelques pages, ça aurait fait 800 pages. Traduit et présenté par Vincent Dussol, et Vincent Dussol est venu le présenter à la librairie Le Livre au début
non, à la fin du mois de janvier, pardon, j'ai écrit un billet au sujet de cette rencontre sur mon blog, Touraine Sereine. Si j'y pense, je mets le lien. Sinon, vous vous débrouillez, vous allez dans Google, Touraine Sereine, Vincent Dussol, vous allez trouver. Voilà, et c'est pour dire que dans mon billet, je parle un petit peu de cette rencontre et je parle un peu du livre. Donc, j'ai pas vraiment l'occasion de vous en dire plus. J'ai dit que je ne parlais pas des livres, donc j'en parle pas. Et je vous lis un extrait. Arriva ensuite la longue cavalcade nocturne au gué de la rivière. Poursuite, rouage des ténèbres, la chasse sans fin. Des cerfs, leurs silhouettes de fumée et leurs yeux de flamme jaillirent de l'obscurité montante, fragile, menue. Le regard rouge de fureur d'une morsure intime, le pas léger, vint le renard, soutenant allègrement le trot tout au long de la longue fuite. Puis les sangliers, agités et bagarreurs sous le coup de la terreur, et les chats sauvages des arbres fourrurent sur les ressorts. Et les minces petites créatures des fourrés, et le vagabond, le dédaigneux blaireau déboulant des ténèbres, tout, absolument tout en fuite. La nuit en fuite, l'obscurité fourmillante de fuyards et des terreurs de la longue fuite. Et c'est un extrait de la première partie, que je dise pas de bêtises, première partie, section 8, sixième sous-partie de la section 8. Donc 1, 8, 6. Et c'était, mince, j'ai pas noté la page, j'aurais pu vous donner la page aussi. Page 116, aux éditions Grège. Et ça continue. Toujours les parutions de début 2024. L'appel des odeurs de Ryoko Sekiguchi. Déception, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été déçu par ce livre. J'aime beaucoup Ryoko Sekiguchi. Et j'ai trouvé que, je ne suis pas vraiment rentré dans le livre. Le principe est intéressant. Elle essaie d'épuiser la question de l'odeur, la question du rapport à l'odeur et du rapport à ce sens très particulier et le lien entre le fait d'écrire, l'écriture, la littérature, la mémoire, le passé, la création et le sens de l'odorat. Bon, je suis resté un peu en dedans de ce texte. Page 143. C'est au réveil qu'elle a compris pour la première fois qu'elle ne sentait plus. Au bout de 3 jours clouée au lit, l'odeur de transpiration qui imprégnait ses draps n'aurait pas dû les quitter, mais elle s'aperçut en ouvrant les yeux que la fièvre, la chaleur s'étaient retirées et qu'elle ne sentait plus sa transpiration. Sa propre peau avait disparu. Elle avait déjà pensé qu'en cas d'anosmie, elle ne pourrait plus sentir les autres, mais elle n'avait pas imaginé qu'il lui serait impossible de sentir sa propre peau. Elle n'était plus sûre de sa présence. Existait-elle encore vraiment? Elle avait l'impression d'être devenue comme une ombre, non moins qu'une ombre, car une ombre devait forcément être odorante. Plutôt un carton découpé. Elle ouvrit les fenêtres et aspira l'air frais. Elle sentit que l'air existait. Sans pouvoir toucher son odeur, l'air semblait étonnamment propre, comme s'il avait été lavé. Les odeurs constituaient le corps de chaque chose, et maintenant qu'elle lui avait été soustraite, elle vivait dans un monde sans corps. L'air n'avait pas de corps, l'eau n'avait pas de corps. Seul l'odorat s'était enfui de son corps, mais on aurait dit que ses autres sens avaient eux aussi été tronqués. Les cris d'oiseaux qui lui parvenaient lorsqu'elle ouvrit les fenêtres n'étaient plus que des ondes stridentes. Elle alluma sa chaîne fil en salle de musique. Les voix des chanteurs qu'elle percevait impeccablement manquaient terriblement de chaleur. C'était comme si ces 5 sens existaient non pas de façon distincte, mais qu'ils avaient chacun un peu de l'odeur. Maintenant que l'odorat venait à lui manquer, aucun n'était intact. Il s'était irrémédiablement appauvri tout en fonctionnant correctement. Le contact, le toucher, était le seul élément dont elle disposait pour sentir, ou plutôt vérifier, un mot plus sec mais plus approprié, qu'elle existait. Elle se rendit compte qu'elle ne pouvait se fier à la vue pour s'assurer de la présence d'une chose dans le monde. Ryoko Sekiguchi, l'appel des odeurs. Alors un livre dont il va m'être difficile de sortir un extrait, alors là je vais en dire vraiment 2 mots. Fabrice Riceputi, Le peine, la torture, Alger 1957, l'histoire contre l'oubli, le sous-titre est super important.
Parce qu'en fait, vraiment, le titre et le sous-titre composent vraiment toute la démarche historique et historiographique de ce livre. Le Pen et la torture, c'est le sujet le plus évident du texte, c'est-à-dire que le livre, qui est assez bref, qui fait 130 pages, est un bilan historique de ce que les historiens sont en mesure de démontrer et de savoir et de prouver par rapport à l'intervention de Le Pen, de Jean-Marie Le Pen bien sûr, dans des opérations de torture, c'est-à-dire de crimes de guerre au début de l'année 1957, au début de la guerre d'Algérie. Et puis, le sujet qui traverse plus le livre, c'est cette question de l'histoire contre l'oubli. C'est-à-dire que Fabrice Risseputti, et évidemment, toute la question de Le Pen tortionnaire est un vrai sujet historique et politique en France, mais Fabrice Risseputti, en historien, il démontre aussi comment l'effacement, l'écrasement de cette question-là, le fait que ça a été marginalisé, que ça a été mis en doute, qu'il y a eu évidemment du négationnisme et ou du révisionnisme par rapport à cette apparemment petite chose au sein de la guerre d'Algérie, est en fait tout cet effacement, tout ce négationnisme, tout ce révisionnisme, et j'emploie les deux mots parce que il y a eu des éléments qui relevaient des deux, c'est-à-dire il y a eu tout un moment donné où Le Pen lui-même a essayé de nier totalement qu'il avait torturé, et puis il y a eu aussi un certain nombre de mouvements qui ont consisté à dire que en fait il y a des fois où on ne peut pas faire autrement, etc. Donc une sorte de relativisme ou de révisionnisme. Et tout ce négationnisme et tout ce révisionnisme, en fait, ils sont extrêmement révélateurs de la façon dont en France, dans l'historiographie majoritaire, dans l'histoire majoritaire ou officielle, et dans le discours politique, on n'a jamais réellement soldé la question de la guerre d'Algérie et des crimes coloniaux de la France, et que il y a de très nombreux écrivains qui écrivent là-dessus, que les crimes coloniaux de la France continuent de faire une sorte de crypte. Alors ça, c'est pas lui qui le dit, parce qu'il il est historien, il n'est pas psychanalyste ou sociologue ou analyste de littérature comme je le suis moi, mais moi c'est vraiment la manière dont je le formule, dont je le pense à mon niveau, c'est-à-dire que ça fait une sorte de crypte, c'est-à-dire que le fait que toutes les vérités liées aux crimes coloniaux et aux responsabilités coloniales de la France restent enquistées en quelque sorte, débouchent sur un très grand nombre de problèmes politiques très contemporains que nous avons. Voilà. Et donc ce livre, il est très précieux en tant que pierre à cet édifice-là, sur un cas extrêmement concret. Voilà, je ne peux que vous conseiller aussi d'aller regarder le site web que Fabrice Risseputti entretient, a fondé, a nourri, a archivé avec Malika Rahal et qui s'appelle 1000 autres, c'est 1000 en chiffres, 1000 autres au pluriel toutattaché.org, et dans lequel il a tenté de documenter toutes les disparitions forcées, les tortures et les exécutions sommaires dans ce qu'on a appelé la bataille d'Alger. Voilà, donc c'est un complément indispensable de ce livre. On continue, dans un autre genre, pour le coup, un recueil de nouvelles de Sherman Alexie, War Dances, je vais Dance Wars. Alors, Sherman Alexie, c'est un romancier américain, autochtone, indien, comme on disait il n'y a pas si longtemps, et comme lui-même le dit très souvent d'ailleurs, donc amérindien, First Nations, autochtone, et c'est un des plus connus, et il y a quelque chose de très, à la fois très ludique et très provocateur dans sa façon d'écrire, j'aime bien ce qu'il fait. J'ai pas du tout préparé de lecture, donc je sais pas. Qu'est-ce que je peux lire? Allez, je vais lire ça. I was standing in the candy aisle, trying to decide between a payday and a Snickers, when a group of young black men walked into the store. They were drunk or high, and they were cursing the world, but in a strangely friendly way. How is it that black men can make a word like motherfucker sound jovial? There are people, white folks mostly, who are extremely uncomfortable in the presence of black people, and I know plenty of Indians, my parents for example, who are also uncomfortable around black folks. As for me, I suppose I'd always been the kind of non-black person who celebrated himself for not being uncomfortable around blacks. But now,
As I watched those black men jostle one another up and down the aisles, I was afraid, no, I was nervous. What if they recognized me? What if they were friends of Elder Briggs? What if they attacked me? Nothing happened, of course. Nothing ever really happens, you know. Life is infinitesimal and incremental and inconsequential. Those young black men paid for their energy drinks and left the store. I paid for my candy bar, walked out to my car and drove towards the movie theater. Bon, extrait totalement improvisé, totalement voilà, ouvert, pas au pif, mais pas loin. Et je continue à sortir tous les marque-pages au fur et à mesure des livres que je vous lis. Ça a l'air d'être, tiens, encore les éditions d'eau, Olivier Lemaître, ça a l'air d'être un titre de conte pour enfants, ou de dessin animé pour enfants, mais pas du tout. Bonne nuit, mes doudous, de Nikitas Papakostas, traduit du grec par Clara Nizzoli. Clara Nizzoli, c'est une traductrice que j'ai eu la grande chance de rencontrer lors des rencontres des assises de la traduction d'Arles. Et elle avait parlé notamment d'un autre livre que j'ai acheté mais que j'ai pas encore lu. Et donc voilà, donc j'ai acheté 2 de ses traductions. Et ça, c'en est un. Et c'est un texte très bref et très dérangeant à de nombreux égards. Et c'est pas du tout une histoire pour, c'est pas du tout une bedtime story. Pas du tout, pas du tout. C'était la fin de l'après-midi quand le bébé fut enfin à ses côtés, son cordon ombilical qui les gardait encore unis. Les serpents étaient cachés tout autour, des vipères et des péliades. Elle attrapa la faucille et coupa le lien. Au début, elle avait essayé avec les dents, mais elle n'avait pas réussi. Elle fit un nœud au nombril. Elle nettoya le sang sur son visage et sa poitrine. Il avait déjà des épis collés sur lui. Il pleura un peu au début, ensuite beaucoup. C'était un garçon, il était bleui et tremblait. Le soleil lui tapait droit dans les yeux et elle le couvrit avec un foulard pour le protéger. Ensuite, elle s'employa à tirer le placenta, comme elle avait vu faire son père quand il mettait bas une grenouille. Elle tira avec précaution le cordon ombilical et avec une poussée, une masse pourpre informe sortit d'elle. Il coula un sang abondant, puis des gouttes. Ses jambes restèrent écartées, mais elle n'avait plus mal. Elle se retourna avec ses mains toutes rouges pour voir le bébé qui avait entre-temps arrêté de pleurer, qu'on n'entendait plus du tout. Comme elle l'extirpait, elle vit le visage de Dieu. Dieu devint pour elle la mort. L'enfant avait rendu l'âme. À la manière dont elle l'avait couvert avec le foulard, l'air ne pouvait plus passer nulle part. Bonne nuit, mes doudous, de Nikitas Papakostas, traduit du grec par Clara Nizzoli. Ça, c'est sorti en 2023. Autre nouveauté, on y revient, les nouveautés de 2024. Le premier roman de quelqu'un dont je vous ai déjà parlé pour ses recueils de poésie, Paloma, Hermina, Hidalgo, et c'est Matériaux Maman, qui est un texte difficile à résumer et que je ne vous résumerai pas. Tiens, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous montrer la 4e de couverture. Comme c'est une vidéo, dès que ça va saisir, il me suffit de faire arrêt image et puis la vie est belle, vous me débrouillez. Puis vous allez sur le site de l'éditeur, c'est les éditions de Corlelour, voilà. Et donc Paloma, Hermina Hidalgo m'a envoyé, m'a dédicacé, c'est super sympa. Merci beaucoup. J'ai déjà parlé de ce livre sur les réseaux, mais ça me fait énormément plaisir d'en lire un extrait. Et je pense, voilà, maintenant je vais attendre à chaque fois les nouveaux livres de Paloma, Hermina Hidalgo, après ces 2 recueils de poèmes et ce roman. C'est une œuvre qui promet. Nous partons à l'aube K1KA en Citroën. 2 sœurs, même parure, collier de plumes, médaillons, amulettes. Même robe, cousue par ses soins. Dans leurs plis, un soupçon de taffetas, des toucans brodés aux plumetis. Une guipure les contourne. À cache-cache, s'achève sur le côté en soie verte. Et maman, de chanter cet air de l'Argentin Atahualpa Yupanqui. O parajiro que cantas, por las mañanas serenas. Ô oiseau qui chante par les matins paisibles. Arrivés au château, les téluis sur l'orangerie. À l'assaut d'un érable, souffle court, pousse emballant, à mesure je grimpe à la cime, fais pleuvoir les feuilles à toute volée sur le bassin.
Je danse sur les terrasses, y récolte les oranges tombées entre les herbes, les jette à mesure dans ma jupe, moins pour le bonheur de cette moisson que pour épancher cet amour prêt à éclater. Maman surgit, dryade qu'au passage les arbres couvrent d'or. Viens, Nive, viens faire une bêtise. À peine franchi le seuil du château, entre le faste Louis XV et l'argenterie, maman laisse sa robe s'échancrer jusqu'à ce val de plumes entre ses seins. Et, cabriole, arabesque, changement de pied, elle danse. Les visiteurs, elle les méduse sans les voir. Je fixe l'adorant cette reine d'1,60 m. Maman, prodige de cambrure, une taille étranglée qui fait son orgueil. Maman, caressant du doigt les tapisseries anciennes, seulement sensible au plaisir de la laine contre sa peau. Maman, chutant à répétition sous le plafond de faux marbre. C'est l'héroïne de conte que j'envie en elle, quelles qu'en puissent être les bêtises. Et je dois dire que Chuintan n'est pas dans le texte, c'est moi qui me suis trompé. Matériau Maman de Paloma Hermina Hidalgo, édition Courlevour, ça vient de sortir. Et ça aussi, c'est sorti tout récemment, je pense, on va revérifier, oui, 2024. Je ne connaissais pas cette collection, c'est la collection Icône des éditions Les Pérégrines, et j'ai bien envie d'aller en lire d'autres. C'est un livre de Najat Zougari, qui est philosophe et sociologue, et qui ici livre un petit livre d'admiration, c'est le principe de la collection Icône, d'admiration, mais d'admiration documentée sur, on le voit, Angela Davis. Et j'ai corné plusieurs pages, et je vais vous en lire une. Je ne sais pas laquelle encore. L'intérêt qu'Angela Davis porte aux interstices des luttes, aux voix minuscules, aux voix chuchotantes, celles que l'histoire, avec ses trop grandes oreilles, peine à enregistrer, voire simplement à capter, est révélateur de son propre rapport au champ militant et à la représentation politique. Une telle réflexion la pousse en particulier à se demander comment Martin Luther King a pu être érigé en porte-parole d'un mouvement pourtant déjà constitué longtemps avant qu'il en devienne le représentant. Citation. Comment faire alors pour empêcher que les figures de l'histoire soient présentées comme des figures extraordinaires, des individus mâles extraordinaires, et révéler enfin le rôle joué par les femmes et notamment les employés de Maison Noire au sein du mouvement de libération. Fin de citation, il s'agit d'un extrait d'une lutte sans trêve. Okay, une lutte sans trêve, c'est la page 73 et c'est l'édition en français d'un recueil d'articles d'Angela Davis, et je ne trouve pas la référence, non, c'est pas... bon, peu importe, enfin, vous retrouverez ça. Hein. Je continue. La dignité des gens ordinaires, en particulier des femmes, Angela Davis parvient à les saisir, à l'écouter avec suffisamment d'attention et in fine à la comprendre pour la transmettre efficacement. Parce que lutter, c'est aussi avoir une intelligence des luttes dans lesquelles on s'engage. L'action a un lien organique avec la pensée de l'action. Or, ces voix chuchotantes de la résistance ordinaire, dans leur contraste avec la parole sentencieuse et le mythe prégnant de l'homme providentiel, sont aussi caractérisées par une dimension collective, un jeu d'écho mutuel qui ouvre la voie à des solidarités renforcées. Un mouvement sans héros ni sauveur, dans une veine anarchiste en somme, qui n'est jamais revendiqué ni explicitement thématisé par Angela Davis, beaucoup trop fidèle en ce sens à l'histoire du Parti communiste des États-Unis d'Amérique. L'anarchisme apparaît pourtant comme une forme politique à un idéal d'émancipation cohérent avec ses propositions et sa conception du pouvoir. Mais comme a pu le remarquer l'intellectuel et activiste anarchiste russe Emma Goldman, 1869-1940 dans ses mémoires, il n'est jamais simple de faire coïncider la vision de l'œil intérieur avec celle de l'œil extérieur, c'est-à-dire d'admettre l'essence contre-révolutionnaire du régime instauré par Lénine, paradoxalement admiré par Angela Davis. Plus particulièrement, elle aborde les questions de racisme et d'antiracisme à partir de la matrice globale de l'esclavage
et de la nécessité de développer une rigueur conceptuelle. Citation. Exiger un débat public sur le racisme et la question raciale nécessite également de développer une terminologie qui permette de réellement mener cette discussion. Si nous nous appuyons sur un langage dépassé historiquement, notre perception du racisme restera superficielle et on pourra facilement nous faire croire, par exemple, qu'il suffit de modifier la loi pour obtenir une transformation sociale immédiate. Celles et ceux qui pensent notamment que l'esclavage a été relégué aux oubliettes de l'histoire parce qu'il a été légalement aboli au XIXe siècle sont ceux-là même qui refusent souvent d'admettre à quel point certains de ces aspects culturels et structurels sont encore vivaces. Je termine la lecture de cet extrait de Davis de Najat Zougari par cet extrait donc d'une lutte sans trêve, mais je ne veux pas le faire sans trouver dans ce livre les noms des traducteurs ou traductrices. Et je vais y arriver. Voilà, Une lutte sans trêve, traduit par Frédéric Popé, La Fabrique 2016. Voilà, vous avez la référence des textes qui sont cités dedans. C'est une très bonne introduction à la figure d'Angela Davis d'un point de vue politique, et puis à ses textes en fait. Très important, en tant que théoricienne bien sûr. 2 livres encore. Le nouveau roman de Nicolas Richard, qui... c'est quoi ça, là encore, je ne résume pas, très difficile à résumer, je lis. Je lis quoi? On ne sait pas. On ne peut pas continuer, Jean, dit-elle en caressant son ventre incurvé comme une calebasse. Depuis des mois, tu vois des hommes arrachés de force à leur village, au nom de la culture industrielle du coton. Tu vois bien ce qui se produit, des familles écartelées, des conditions de labeur inadmissibles, le manque de main-d'œuvre au village, tous ces hommes seuls qui devraient être chez eux et non pas là, la prostitution, dans la zone aux abords des terrains de la Coculco. Là encore, la réaction de mon père est une pensée silencieuse. Je veux qu'on reste ensemble, Syrah. Je ne peux pas d'un côté enseigner à des enfants de la République et la citoyenneté, et de l'autre, partager ma vie avec un homme ayant mis son énergie au service d'une compagnie qui étouffe les gens de cette manière. Je ne vais pas chaque matin te dire au revoir chérie comme si de rien n'était. Vous faites croire aux autorités que ces hommes meurent de maladies aiguës, alors qu'un taré s'est acharné sur eux avec sa baguette de bois dur, des dizaines de coups à la suite, toute cette colère. Il faut du courage pour arrêter cette sale machinerie. Que peut-il faire? S'il ne signe pas ses certificats de décès, quelqu'un d'autre les signera. Ce n'est tout de même pas Jean qui frappe ces pauvres bougres. Ces pauvres bougres? Ces pauvres bougres? J'ai l'impression d'entendre Kirsch. Tu triches, Jean, tu protèges les tortionnaires. Il fait ce qu'il a appris à faire. Se défend mon père, il soigne. Il veille aux conditions d'hygiène. Doit-on remettre en cause toute son action ici pour 2 ou 3 coups de tampon? Est-ce sa faute s'il est seul à ce poste alors qu'il faudrait toute une équipe médicale? Il part au plus pressé. Il se coltine des journées de 13-14 heures. Il ne peut pas faire davantage. Nicolas Richard, La chanteuse aux 3 maris, édition Inculte, et ça aussi c'est 2024. Et le dernier de la pile, ça va plus vite quand je ne parle pas des livres, que je me contente de faire des lectures. Hein. Il y en a combien? Il y en a 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16. 16, 3 minutes par livre, très bien. Delawed's Destiny, un énième roman nigérian, j'ai envie de dire, ou afro-diasporique, parce que c'est un texte qui notamment problématise beaucoup la question de la diaspora et des traditions. Et donc... je vous raconte pas l'histoire, parce que bon, c'est une histoire, grosso modo, ce sont 3 femmes qui étaient extrêmement proches et amies quand elles étaient étudiantes et que la vie a séparées, qui se retrouvent pour la première fois assez longtemps, pendant plusieurs jours, lors du mariage de la fille de l'une d'entre elles, donc quelque chose comme 20 ans après leurs années d'études et voilà. Et j'ai pas noté de page. C'est pas c'est pas un roman qui m'a enthousiasmé particulièrement. C'est pas mal, mais c'est intéressant quand on est spécialiste de littérature africaine. Voilà, donc ça m'intéresse professionnellement
Après, c'est pas le meilleur roman nigérian de la décennie. J'ai pas, qu'est-ce que je peux noter? Qu'est-ce que j'ai pas. J'ai corné cette page, je sais pas pourquoi. Bon, bah je vais noter celui-là. Hein. Je vais lire celle-là et on aura fini. Chapter 28, Enitan. The reception hall was mercifully dark in stark contrast to the unsparing sunlight outside. Votive candles surrounded all tall vases of flowers on each table. Silk curtains lined the wall and a projector beamed D&D in ostentatious cursive script behind the stage. D&D, c'est Delay and Destiny, c'est les deux mariés. Hein. Donc le projecteur, il projette les initiales de manière extrêmement flamboyante. Silk curtains lined the walls and a projector beamed D&D in ostentatious cursive script behind the stage. A purple love seat with tufted cushions stood center stage while a mountain of token gifts for the dowry, baskets of fruits, oranges, banana, mango and pawpaw, tubers of yam and giant sacks of rice were perched in one corner. Another projector emblazoned D&D on the dance floor and spotlights doused the hall in shades of lilac and purple. Tucked away to the side of the stage was a towering cake with a slightly terrifying sugar rendering of the bride and groom in their traditional clothing. And in the shadows, standing near the gifts, was a bold-looking security guard, his AK-47 casually slung over his shoulder. "Are you sure this isn't the wedding?" Remy whispered to Enitan as she, Zainab, and Enitan tried to find the table. "Traditionally, the engagement ceremony is the wedding," Enitan said. "Ah, there we are." Flatteringly, it seemed, they had been seated quite close to the stage. They claimed their chairs. There weren't a lot of other people in the reception hall yet, but all three had grown tired of standing in the hot sun, not knowing anyone. "Did you have an engagement ceremony, Auntie Zainab?" Remy said. Zainab shook her head. She and Enitan made eye contact, both remembering the contracted blowout Hamid's request for her hand in marriage had sparked. "Not like this." "What about you, Mum?" Enitan was grateful that Remy appeared to have put their altercation at the airport behind her. "We didn't have an engagement ceremony, Remy. You've seen the pictures. Just the court wedding and a small reception." "So how did Nigerian weddings become so big?" Remy asked. She took out her phone and snapped a photo of the menu. It was hard to read since the lighting was so dim, but if you squinted, you could make out the options printed in flamboyant cursive: jollof rice, fried rice with chicken beef, or fish stew, semo or eba with egusi, nothing vegetarian. A waiter, holding a wine bottle in each hand, clad in full English waistcoat attire, approached their table. "Red or white?" Donc le début de la cérémonie, et c'est la fin du roman, et ça se finit pas bien. Enfin, ça se finit très bien en fait. Mais ça se finit pas très très bien pour le mariage, on va dire ça comme ça. Delay Weds Destiny de Tommy Obaro. Et j'ai terminé. Je vais peut-être pousser ça, parce que je vais même pas pouvoir mettre fin à la vidéo aussi. Oh là là, c'est comme ça. Allez, à bientôt.